Bonjour et bienvenue dans Négatif, le podcast à l'écoute des créateurs et créatrices d'images et de sons. Je m'appelle Thibaut Elie et je suis aujourd'hui avec Maxime Rodriguez. Nous sommes au Arras Film Festival et nous allons évoquer un film français présenté en avant-première en compagnie de son réalisateur et de son actrice. Bonjour Stéphane Demoustier et Mélissa Gers. La fille au bracelet, c'est l'histoire de Lise, 18 ans, accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie. 2 ans après les faits, elle porte un bracelet électronique. Nous suivons son procès et où commence alors une fable sur la vérité, la jeunesse et la justice. Avant toute chose, Stéphane Demoustier, d'où est né votre souhait de filmer un procès sur un tel fait divers ? L'idée, elle m'est venue, on m'a parlé de ce fait divers qui était un fait divers argentin. Et ce qui m'a tout de suite intéressé, c'était de raconter cette histoire, mais du point de vue de ceux qui entourent la jeune fille. J'aime bien les films de procès, c'est quelque chose qui m'intéresse, etc. Mais je ne suis pas non plus un passionné absolu de ça. Mais ce que je voulais par-dessus tout, c'était que le film pose des questions sur l'altérité, sur est-ce que oui ou non on connaît ses enfants, sur est-ce qu'une génération comprend celle d'après, etc. Et je me disais que cette situation-là, ce procès, permettait de faire un miroir grossissant sur ces questions. Et donc c'est pour ça que j'ai souhaité m'emparer de cette histoire. Après, il y avait un fait divers au départ, mais j'ai pas enquêté sur ce fait divers, j'en ai juste pris connaissance, j'ai pas fait de recherche dessus. Après, c'était vraiment de l'écriture, comme je l'aurais fait pour n'importe quel film, en cherchant même à oublier presque la matière de départ. Et donc vous avez choisi de centrer le film autour du personnage de Lise, qui est l'accusée. J'ai voulu qu'on focalise en permanence sur Lise, mais qu'on soit dans le point de vue, non pas de Lise, mais dans le point de vue de ceux qui sont autour d'elle, donc essentiellement ses parents. Et pendant le procès, j'ai l'impression que le spectateur, il est presque mis dans la position d'un juré. Il partage la stupeur ou l'incompréhension que peuvent éprouver les parents de Lise. Mais voilà, Lise exerce en permanence une sorte de mystère sur nous. Et ce mystère, il est jamais percé, mais en revanche, on cherche tout le temps à essayer de la comprendre, à essayer de la sonder, à essayer de pénétrer ses pensées ou sa logique, mais on n'est jamais dans son point de vue à elle. C'est pour ça que ce mystère reste aussi épais, on est vraiment dans le point de vue de ceux qui l'entourent. Mélissa, vous, comment est-ce que vous avez rejoint ce projet ? Alors moi, j'ai eu la chance de trouver l'annonce de casting sur Facebook et d'envoyer un mail et que ça marche. Et vous avez passé le casting ? C'est ça, plusieurs castings. Ça a duré à peu près 5 ou 6 mois. J'ai eu plusieurs rendez-vous où j'ai rencontré la directrice de casting, Stéphane, Guilhem, l'assistant réal, voilà. Et Roche Dizem aussi, je l'ai rencontré du coup en phase de casting. Qui joue le père ? Le père, c'est ça, ouais. Est-ce que vous pouvez nous décrire le personnage de Lise pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu le film ? Alors Lise, c'est une fille naturelle, spontanée, mystérieuse, têtue et secrète et indomptable. Comment est-ce qu'on joue un personnage aussi mutique et mystérieux ? Alors moi personnellement, comment je l'ai joué, j'ai essayé d'être présente pendant les scènes. J'ai essayé d'être vraiment là et de ressentir au plus possible ce que pouvait ressentir Lise à ce moment-là. J'ai aussi regardé des documentaires sur par exemple l'affaire Amanda Knox. Je sais pas si tu en as entendu parler. C'est un peu la même histoire en fait. C'est une fille que tout le monde pense coupable d'avoir tué sa meilleure amie aussi. Et elle dit, dans un documentaire, elle avait dit une phrase vous essayez de trouver la réponse dans mes yeux. Et j'ai essayé un peu de faire cet effet, quoi. De jouer sur les yeux, du coup ? Ouais. Enfin, comment est-ce que vous avez discuté ensemble du personnage ? Est-ce que vous en avez beaucoup discuté ou est-ce que vous êtes vraiment juste partie du scénario et ça a été une interprétation plus ou moins libre ? Non, on n'en a pas vraiment discuté parce que à chaque fois que je posais des questions, Stéphane il me donnait pas vraiment de réponse satisfaisante, quoi. Il disait que c'était à moi en fait, il disait que c'était moi qui savais en fait, que j'étais Lise et que c'était moi qui devais savoir en fait. Par exemple, si je l'avais tuée ou pas, ou par exemple pourquoi elle avait choisi de faire telle ou telle chose. Il disait que c'était moi qui savais. Est-ce que vous avez répondu à ces questions vous-même ou est-ce que vous avez aussi laissé une part de mystère dans la façon de cerner Lise ? J'ai laissé une part de mystère parce que il y avait certaines réalisations sur le personnage qui me faisaient peur en fait. Il y a une grande part de mystère aussi pour moi de Lise. Sur l'aspect visuel du film, comment est-ce qu'on filme un procès ? Est-ce qu'il y a une manière, une méthode typique pour filmer un procès ? Je sais pas s'il y a une manière ou typique pour filmer un procès, mais moi je me suis demandé, les questions que je me suis posées c'était du point de vue de qui on assiste à telle ou telle scène. C'est à chaque fois la question que je me posais, donc je me disais si là on est dans le regard des parents, on va passer la caméra en conséquence. Voilà, et après ce que je voulais c'était, quand je suis allé assister à des procès, parce que je l'ai fait dans la préparation du film, j'étais souvent impressionné par le fait qu'on laisse vraiment le temps à la parole de se déployer, qu'on laisse même parfois le temps au silence de s'installer et de nous parvenir.
Et je me suis dit qu'il fallait que la mise en scène, elle laisse la place à ça aussi. Donc je voulais que ce soit pas trop découpé. Donc avec des longs plans. Voilà, avec parfois des longs plans. Parce que je voulais qu'on ait le temps d'être dans le rythme, dans la temporalité d'un procès. Un procès, c'est une parole vraiment qui se déploie et une parole qui parfois a besoin de temps pour réfléchir, etc. Et je voulais qu'on ait le temps d'éprouver ça. Donc j'ai souhaité que ce soit pas excessivement découpé et que si on changeait de plan, il fallait qu'on sache pourquoi. Donc il fallait qu'on sache dans le point de vue de qui on était. Et après, comme les personnages au tribunal, enfin nos protagonistes en tout cas, ils vivent vraiment cette expérience du procès comme un carcan, comme une épreuve et comme un carcan. Et comme la famille elle est presque atomisée par l'épreuve, je voulais qu'à chaque fois les personnages soient enfermés, isolés. Alors soit c'est parce qu'ils sont dans des plans différents, soit c'est parce que le plan il est structuré par des lignes qui sont les lignes du bâtiment mais qui me servaient bien pour séparer les uns des autres. Et Lise elle est quasiment tout le temps seule avec des focales assez longues parce qu'on n'a pas accès à elle et on la voit de là où on est et donc de relativement loin en fait. Et elle est souvent derrière la vitre. Elle est derrière une vitre, c'est qui était une aubaine parce que cette vitre par la force des choses elle nous éloigne d'elle et en même temps cette vitre elle nous permettait de jouer sur des reflets. Et ça, c'était inespéré parce que ça nous l'a montré seul et ça nous faisait aussi tout le temps ressentir la foule qui l'observe. Il y a le contre-champ qui est directement dans le... Le contre-champ est là dans le plan sans qu'on ait besoin de le montrer. Et ça, c'était vraiment une aubaine. Je le dis d'autant plus que je n'avais pas mesuré à quel point cette vitre allait nous servir. Au début, elle nous faisait peur, cette vitre, parce qu'on s'est dit on va souffrir, la caméra elle va être en permanence dans le reflet, etc. Et c'est vrai qu'il y avait des lourdeurs de ce point de vue-là. Parce que c'était la salle de procès elle était faite comme ça en fait. On a hérité de cette salle qui est un vrai tribunal à Nantes. Et quand on est arrivé, il y avait le box vitré. Or, il y a des tribunaux où il n'y a pas de box vitré. Il y a des tribunaux où certaines salles l'ont et pas d'autres. Là, il y avait le box vitré. J'avais pas mesuré à quel point ce box vitré serait précieux en réalité. Et il se trouve qu'on a énormément joué avec ça, avec ses reflets, et que c'est cinématographiquement une aubaine d'avoir eu ça. Mélissa, dans la salle du procès, jouer derrière la vitre, est-ce que ça a été difficile ? Oui, c'était difficile. Déjà, rien que la couleur du tribunal, au bout d'un moment, on devenait tous fous. Ouais, un rouge... Enfin, c'était fait exprès par l'architecte, c'était voulu. Hein. Il voulait montrer la puissance de la justice, quoi, et à quel point tu étais avalé par tout le système, quoi. Et ouais, c'était difficile d'être dans la cage parce que des fois j'avais envie de sortir et je pouvais pas. Enfin, il y avait trop de contraintes par rapport. Enfin, fallait bouger des caméras ou des trucs comme ça. Du coup, j'étais obligée de rester dedans. Aussi, je voyais des traces de griffures, de coups de poing sur les bancs des accusés où j'étais. Et aussi, juste en dessous de mes pieds, il y avait des vrais détenus en fait qui faisaient du bruit. Des fois, ils criaient. Donc voilà, c'était assez sombre comme ambiance et pesant. C'est vrai qu'il y avait le dépôt en dessous et ouais. On les entendait, les détenus, ouais. Les accusés qui attendent d'être rappelés, on les entendait parfois qui poussaient des cris. Et ça nous rappelait, évidemment ça nous rappelait cruellement la réalité et leur réalité, mais ça pouvait être pesant pour toi, mais aussi parce qu'on se figurait ce qu'eux vivaient, quoi. Le film propose également une mise en abîme de la puissance de conviction des images. Il y a plusieurs vidéos qui sont utilisées comme preuve à charge contre Lise. La question donc de l'interprétation est centrale dans le film. Comment avez-vous pensé et intégré ces vidéos ? Il y a des vidéos qui sont de surveillance, des vidéos de Snapchat aussi. Il y a plein de vidéos parce qu'on vit à une ère où l'image est omniprésente, donc il y a des images qui ont été faites avec des téléphones portables et des images de vidéosurveillance. J'avais envie de ça parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui les vidéos sont partout, donc il fallait qu'elles le soient. Et puis quand je suis allé dans les tribunaux, j'ai vu aussi qu'elles étaient partout et je trouvais qu'elles étaient présentées dans les audiences. Et c'est hyper intéressant parce qu'elles étaient vraiment décryptées, analysées comme on le fait. Je me souviens de cette émission sur Arte, je ne sais plus comment ça s'appelait, là, où ils faisaient image par image. Là c'était la même chose. Parfois, ils décryptaient image par image des vidéos insignifiantes, mais où ils cherchaient un sens caché, etc. Mystère d'archives ? Non, c'était autre chose. Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, voilà. Là, moi, c'est vraiment un film sur l'interprétation. D'ailleurs, dans l'écriture, j'ai tout le temps fait en sorte que chaque scène soit propice à l'interprétation, chaque parole soit propice à l'interprétation, et que ce champ soit tout le temps préservé. Et voilà, les vidéos, elles servaient à ça aussi. J'aimais bien montrer ces images qui sont des images prises au téléphone, qui sont des images extrêmement spontanées, et de les mettre en perspective avec l'image cinématographique qui, selon moi, doit être différente. Le temps du cinéma n'est pas le même et la pensée du cinéma, et je le dis sans élitisme ou sans prétention, mais je pense qu'il peut y avoir une pensée dans le cinéma qui n'est pas la même évidemment que de la capture
au sens strict du terme qu'on peut faire avec un téléphone. Et de montrer ces images et de les confronter avec les images du film, je pense que ça met en perspective les choses. Et moi, je pense que le cinéma, il sert à ça aussi. Il sert à mettre en perspective le monde dans lequel on vit. Il sert à le questionner. Et il sert aussi à proposer une autre esthétique. Et c'est valable donc pour les vidéos. Pour moi, la scène de la Parce que vidéo... vous jouez dans ces vidéos Oui. Ouais. Justement, cette scène-là, c'était la première scène qu'on a tournée, en fait. Donc, c'était une entrée en matière assez brutale pour moi. Voilà. Mais c'était marrant. Ouais, et puis ces vidéos, elles me servaient aussi. Comme il n'y a pas de flashback dans le film, ces vidéos, elles me permettaient parfois d'avoir une fenêtre sur ce qui a précédé les faits ou pour avoir des images de l'époque des faits. Donc c'était très bien aussi pour ça. Et après, il y avait les jeux de l'interprétation. Parce qu'il n'y a pas de flashback dans le film, ce sont les seules images qui sont antérieures à l'arrestation et au procès. Exactement. Et donc elles ont un statut d'autant plus important parce que c'est le lien visuel direct des spectateurs avec cette époque-là, qui est une époque révolue au moment où on voit le film. Donc elles ont un statut à part et ça c'était intéressant. Et puis c'est intéressant de proposer ces images, de proposer aux spectateurs, enfin aux jurés et donc aux spectateurs de les interpréter, d'essayer de lire qu'est-ce qu'on voit sur ces images, derrière ces images, parce qu'il y a toujours plus dans une image que ce qu'on y voit. Donc en ne montrant jamais d'éléments antérieurs à l'arrestation et rien entre l'arrestation et le procès, 2 ans plus tard, avez-vous eu la volonté de faire du spectateur un juré lui aussi ? Oui, complètement. Votre analyse est tout à fait juste. On voit jamais quasiment les jurés dans le film parce que je pense que les jurés, c'est... de fait, je mets le spectateur dans une position de juré. L'expérience du film, c'est l'expérience d'assister à ce procès et le spectateur devient en quelque sorte un juré. Donc oui, un procès en cour d'assises, c'est un procès oral, donc on n'a accès que à ce qui nous est dit ou à ce qui nous est présenté, mais lors des audiences, et clairement le spectateur, de ce point de vue-là, il est à égalité avec les jurés. Et c'est ce qui m'intéressait. Ouais. Et donc en voyant le film, peut-être qu'on pourra voir qui a tué l'ami de Mélissa et si elle est coupable. En tout cas, ouais, chacun... moi, je me souviens quand on tournait le film, c'était assez amusant parce qu'il y avait donc des figurants qui jouaient le public, qui jouaient l'audience du tribunal. Et il y avait vraiment... on a tourné les scènes de procès chronologiquement et eux, ils n'avaient pas eu accès au scénario. Donc chaque jour, ils découvraient des nouvelles scènes. Il y avait vraiment des camps. Il y avait le camp de ceux qui étaient convaincus qu'elle était coupable, le camp de ceux qui étaient convaincus qu'elle était innocente. Et parfois, il y avait des gens qui basculaient d'un camp à l'autre. Mais en tout cas, c'était partagé. Et je me souviens que je m'étais dit, si on garde ce débat-là, en fait, à l'issue du montage ou quand le film sera abouti, on aura réussi quelque chose parce que c'est ce qui m'intéresse. C'est un film sur la croyance, sur le doute, sur l'interprétation. Et évidemment, l'interprétation, elle est multiple, elle peut être duale. Et c'est ce qui en fait la richesse et c'est ce qui la rend infinie. Donc le film parle de ça. Eh ben, merci beaucoup Mélissa Gers et Stéphane de Moustier. Merci. Et donc le film sort le 5 février. Le 5 février 2020. La fille au bracelet. Merci, à bientôt.